Bonjour, et donc bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Euh, Après une première série qui commentait la présentation PowerPoint sur l'impact de la guerre d'Algérie sur la société et le système politique français, nous allons en revenir à l'étude à travers la présentation PowerPoint que je vous ai fait mettre sur l'EPI par l'intermédiaire de Céline Lambert, intitulée 1969-1981. Et si vous l'avez regardé, vous voyez que c'est un très mauvais titre, puisque beaucoup de diapos sur la trentaine et plus qu'elle comporte, une grande partie de ces diapos remontent à avant 1969. C'est donc davantage l'évolution politique au sens large du terme, c'est bien politique que économique et sociale, que je vais tracer schématiquement devant vous. Et l'objet de cette première de cette première vidéo, ce sera d'analyser le scrutin présidentiel de 1965. Alors, un mot en préalable, je me suis beaucoup étendu sur l'affaire algérienne, parce que je crois que, d'abord, elle le mérite amplement en soi, mais aussi parce que, et je pense que vous finirez bien par le comprendre, faire de l'histoire, le travail historique par nature, c'est refuser la simplification abusive et c'est favoriser les interprétations avec lesquelles évidemment on peut être en désaccord, ça c'est un autre débat, mais favoriser la réflexion intellectuelle sur des interprétations en tenant compte de la complexité des faits. Et c'est en cela que faire de l'histoire, c'est pas très facile pour les étudiants, je le conçois parfaitement bien, mais vous commencez à me connaître, c'est un point sur lequel je ne transigerai pas. Donc, revenons-en maintenant à ce qui est notable pour comprendre la première élection au suffrage universel, celle de décembre 1965, pour l'élection du président de la République, la première en tout cas depuis 1848. Là encore, les choses viennent de loin et il faut revenir sur comment le général de Gaulle a pu faire passer et imposer cette réforme sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Alors, reprenons donc le film que j'ai commencé à vous décrire de façon très schématique jusqu'à présent. Une fois réglée la question algérienne, se clôt la période que l'on peut dire d'un minimum de consensus sur la légitimité du général de Gaulle à exercer le pouvoir. Depuis 1958, en effet, il était apparu en quelque sorte comme le seul capable de sortir la France de cette tourmente algérienne. Mais, bien évidemment, une fois que le résultat était acquis, comment faire pour continuer à affirmer cette légitimité à gouverner? Et le général de Gaulle, c'est en tout cas l'interprétation que je vous ai suggérée, a décidé de changer la nature du régime établi en 1958, le faisant passer d'une forme de régime parlementaire rationalisé, comme je vous l'ai montré, à autre chose, où, de par le sacre du suffrage universel, le président de la République
prenait une toute autre importance. J'ai souligné également le caractère de la stratégie et de la manœuvre utilisée, stratégie et tactique, à savoir l'utilisation de la procédure référendaire et se greffant sur cette pratique référendaire, l'élection législative anticipée suite à la dissolution de l'Assemblée. C'est une présentation, je le confesse, un petit peu hâtive et qu'il faut peut-être reprendre un peu dans le détail. Et pour ce faire, il faut remonter, rappeler les conditions dans lesquelles ce qu'on appelle, pour aller vite, des forces de défense républicaine se sont ralliées au général de Gaulle en 1958. Un mot, d'abord, sur ceux qui ne s'y sont pas ralliés. Il y a évidemment le Parti communiste, il y a à gauche pas mal de personnalités de premier plan, les socialistes qui s'opposaient à Guy Mollet depuis longtemps dans leur parti et qui ont, à l'automne 1958, décidé de quitter le Parti socialiste. Je pense à des gens comme Daniel Mayer, Alain Savary, Robert Verdier, Édouard Depreux, que sais-je encore, et qui vont fonder le Parti socialiste autonome qui donnera naissance au Parti socialiste unifié plus tard et qui sera l'un des laboratoires dans la recomposition de la gauche dans les années 60 et au début des années 70, avant que François Mitterrand, au congrès d'Épinay-sur-Seine en 1971, ne parvienne à unifier grosso modo tout cela pour reconstituer un parti socialiste enfin digne de ce nom. Il y a des personnalités comme Pierre Mendès France, qui ne se rallie pas au général de Gaulle. Il y a le cas emblématique de François Mitterrand, qui d'ailleurs le paye en étant battu aux élections législatives de l'automne 1958. Il y a donc à gauche une forte minorité, y compris non communiste, qui refuse le ralliement au général de Gaulle. Mais il est vrai que, grosso modo, l'ensemble des forces dites républicaines, dans la continuité de cette logique du combat républicain dont j'ai tenté de vous faire toucher du doigt les tenants et aboutissants depuis la libération, les tenants de ce combat républicain, la majorité du Parti socialiste, y compris certains de ceux qui, en mai 1958, étaient contre le retour du général de Gaulle. Je pense au maire de Marseille, Gaston Defferre, mais qui, à l'automne, se rallie au général de Gaulle et vote les nouvelles institutions. Je pense à des gens de la droite classique qui vont jouer un rôle très important au départ. Je pense à Antoine Pinet, qui sera son ministre des Finances, et je vais en dire quelques mots dans quelques secondes. Je pense aux gens, aux démocrates chrétiens du mouvement républicain populaire, avec Robert Buron, avec Pierre Pflimlin, et je pense bien évidemment à Guy Mollet. Tout ce courant-là, ces courants-là, nonobstant leur diversité, se sont ralliés au général de Gaulle parce que c'était le seul qui leur apparaissait susceptible de sortir la France de ce bourbier algérien. Et donc, quasi par définition, une fois que l'on en sort, ces forces qui se sont ralliées à De Gaulle en 1958 ne se sentent plus nécessairement tenues de continuer à le soutenir. Et c'est en ce sens-là que j'ai expliqué la manœuvre de Gaulle, du général de Gaulle en 1962, changer les règles du jeu pour redonner à son action
une légitimité. Maintenant, je vais, si vous me permettez, rentrer davantage dans les détails, parce que les choses méritent d'être décryptées sérieusement. Relativement tôt, c'est-à-dire avant même la résolution de l'affaire algérienne, un certain nombre de tensions sont apparues, ont vu le jour, et ont conduit un certain nombre de ces forces qui s'étaient ralliées à De Gaulle pour éviter le coup d'État et la guerre civile, un certain nombre donc de ces forces l'ont quitté avant même la résolution du conflit algérien. C'est évident pour le Parti socialiste qui, en janvier 1959, quitte le gouvernement, à l'exception d'un ministre sur un poste technique qui est le ministre de l'Éducation, André Bouloche, je crois. Il n'est pas jusqu'à son ministre des Finances, Antoine Pinay, l'homme qui a, nous y reviendrons dans une autre vidéo, réalisé la stabilisation monétaire, le fameux plan Pinay-Rueff, n'est-ce pas? Antoine Pinay, opposé à la politique algérienne du général de Gaulle d'ailleurs, quand il comprend que l'Algérie française ne constitue plus la boussole du général de Gaulle, Antoine Pinay, dès 1960, quitte le gouvernement. En mai 1962, après les accords d'Évian et au tout début du gouvernement Pompidou, les 5 ministres du MRP, j'évoquais Flimelin et Buron, qui sont des personnages clés de cette affaire, vont quitter sur l'opposition que leur inspirent les prises de position anti-européenne, ou jugée-t-elle, du général de Gaulle, parce que c'est plus compliqué que ça, en fait, la conception européenne du général de Gaulle. Dès mai 1962, le MRP quitte le gouvernement. Donc vous voyez bien qu'il y a un phénomène de réduction du soutien au général de Gaulle, qui, de son point de vue, rendait quasi nécessaire, s'il voulait se maintenir au pouvoir, de passer à autre chose. Alors, ce contexte-là rappelé, précisons encore plus les choses. Parmi les nombreuses critiques faites au général de Gaulle sur sa conduite des affaires à ce moment-là, il y a l'idée qu'à moult reprises, il s'assoit sur le texte constitutionnel et que sa façon d'exercer le pouvoir ne correspond pas au canon de la Constitution de 1958. Alors, c'était peut-être à la limite acceptable le temps qu'il règle la parenthèse algérienne. On était prêt peut-être à accepter ce genre de choses, ce genre de pratique, cet exercice personnel du pouvoir, cette pratique personnelle du pouvoir, parce qu'il y avait l'urgence algérienne. Mais dès lors qu'il n'y a plus cette urgence, le désaccord devient béant et criant. Par exemple, Guy Mollet, qui a été l'un des rédacteurs de la Constitution de 1958, fait paraître, je crois que c'est chez Plomb, en 1962, un petit essai sur la Constitution, 4 ans après, 1958-1962. Et dans cet essai, il pointe les très nombreuses violations de la Constitution par le général de Gaulle, selon lui, quant à l'organisation des pouvoirs publics. Donc, vous voyez bien que c'est une affaire qui vient de loin. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il y a sur l'article 16, qu'il utilise normalement d'ailleurs, après le putsch des généraux, mais la façon dont cet article 16 est prorogé, par exemple. Il y a donc un grand débat, et pas seulement parmi les dirigeants politiques, mais aussi parmi les juristes, les professeurs de droit, sur cette façon qu'a le général de Gaulle de gérer, d'interpréter, pour justifier sa pratique constitutionnelle,
le texte de 1958. Et c'est donc dans ce climat-là que le général de Gaulle va, à la fin de l'été 1962 et à tout l'automne 1962, franchir le pas pour imposer cette réforme, l'élection présidentielle au suffrage universel direct, qu'il appelait peut-être de ses voeux depuis longtemps, mais en tout cas on n'en trouve pas trace à proprement parler dans le fameux discours de Bayeux de juin 1946, dans lequel pourtant il exposait ses désaccords inconciliables avec le régime démocratique parlementaire qu'il qualifiait très mesquinement régime des partis. Quand on lit le discours de Bayeux, il n'est jamais question de l'élection présidentielle au suffrage universel, direct. Je vous rappelle que durant le comité constitutionnel qui travaille tout l'été 1958, cette question était explicitement abordée et tranchée par la négative. Et je crois vous avoir montré combien le débat avait dérivé sur la nature du collège électoral, pour une forme de suffrage universel indirect, avec ce collège de grands électeurs, lors même que d'ailleurs beaucoup de ceux qui s'étaient ralliés au général de Gaulle eussent préféré que ce fût le Congrès, l'Assemblée nationale, plus le Sénat. Voilà. Or, là, dans le contexte des accords d'Évian, de l'indépendance de l'Algérie, des attentats de l'OAS, le général de Gaulle va faire passer cette réforme, et par bien des aspects, le passage de cette réforme pose un débat constitutionnel. En effet, même si chacun a compris que de Gaulle voulait assurer la prépondérance du pouvoir présidentiel, il avait démontré en nommant Georges Pompidou, après avoir exigé la démission de Michel Debré, en avril 1962. Le général de Gaulle, donc, va proposer que, donc c'est à l'issue du Conseil des ministres du 12 septembre 1962, il va proposer, en vertu de l'article 11 de la Constitution, qui précise, je cite, « Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. » Fin de citation. Donc, de Gaulle utilise cet article pour dire que sera soumis à référendum le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Or, si l'on se fonde sur le texte constitutionnel de 58, le chef de l'État ne peut procéder à cette révision constitutionnelle qu'au terme des dispositions de l'article 89 de la Constitution, qui dispose, et je cite aussi textuellement, parce que c'est trop important, « Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » Fin de citation. Alors, ce n'est pas un débat sur le sexe des anges. C'est un débat majeur, puisque le recours à l'article 11 ne se justifie, d'après l'article 89 de la Constitution, que si et seulement si, en préalable, condition nécessaire, les deux assemblées ont adopté un projet de révision constitutionnelle en termes identiques. Or,
de par l'affaiblissement politique du général de Gaulle, des forces qui le soutiennent en tout cas, qui l'ont quitté, il est clair que malgré l'émotion suscitée par les attentats de l'OS, par exemple, il n'aura pas d'adoption par les deux assemblées. Et c'est bien parce qu'il en est conscient qu'il décide d'entrée de jeu de balancer l'article 11, le référendum. Et donc, pour beaucoup de ceux qui, la même qu'il avait soutenu en 58 dans les grands périls que la France connaissait, l'attitude du général de Gaulle apparaît comme une énième et gravissime violation de la Constitution. J'ajoute que la plupart des juristes critiquent également cette procédure parce que, je le répète, elle conduit à réviser la Constitution sans respecter le cadre même défini par la Constitution elle-même. Et donc, le rapport entre l'article 89 et l'article 11 délimite, sans aucune ambiguïté, le fait que l'on ne peut se référer à l'article 11 que dans le cadre de projets de loi ordinaires sur l'organisation des pouvoirs publics, mais pas pour une révision constitutionnelle. Et surtout pas pour une révision constitutionnelle d'une pareille importance. Et donc, sitôt connue la décision adoptée ou imposée par De Gaulle lors du Conseil des ministres du 12 septembre 62, là ça tangue. Ça tangue sérieusement. Il y a d'abord, lors du congrès radical qui se tient, je crois, à Vichy, le président du Sénat, Gaston Monnerville, qui dénonce ce qu'il appelle une violation et qui accuse le Premier ministre Georges Pompidou de forfaiture. On n'emploie pas, je veux dire, par hasard et impunément, ce genre de vocabulaire dans un débat d'une pareille importance. Gaston Monnerville a cette formule, que je cite également, « Si le chef de l'État a décidé en connaissance de cause, je me permets de l'affirmer, de violer la Constitution, le Premier ministre n'avait qu'à ne pas signer, il n'avait qu'à ne pas dire oui au référendum. » Et c'est tout l'enjeu du débat. D'où la fameuse motion de censure qui, le 5 octobre 1962, par 280 voix, donc une majorité faible, renverse le gouvernement du Premier ministre Georges Pompidou. Je crois que la majorité était de 241 suffrages, donc 280, c'est une majorité, mais pas écrasante. Alors, outre que c'est l'unique cas d'une motion de censure qui aboutit, la réplique du général de Gaulle, c'est d'organiser des élections législatives par la dissolution de l'Assemblée nationale, lesquelles élections auront bien évidemment lieu après, postérieurement, au référendum du 28 octobre 1962. Alors, analysons les résultats du référendum. 62,2% des suffrages exprimés approuvent. Moi, j'ai un immense respect pour les 37,8% d'électeurs qui se sont prononcés contre. Et je tiens en plus à nuancer, sans faire de procès d'intention au général de Gaulle, le résultat, en soulignant que 23% des inscrits n'ont pas pris part au vote, alors qu'il n'était que 15% à s'être abstenus lors du référendum
du 28 septembre 1958 qui avait approuvé les institutions de la Ve République. Cette abstention en 62 relativement importante conduit à montrer, à illustrer par définition l'importance, l'enjeu du débat. Alors tout naturellement, dans la foulée, les élections des 18 et 25 novembre 62 pour la Chambre des députés, pour l'Assemblée nationale, consacrent évidemment la victoire du président de la République. Vous venez de lui donner un blanc-seing lors de référendum. Voilà. J'ajoute que sur le terrain du droit, la validité de la révision constitutionnelle a fait l'objet de débats. Et je vous invite, pour encore terminer avec ces prémices constitutionnelles, je vous invite à méditer l'attitude du Conseil constitutionnel qui, saisi par le président du Sénat Gaston Monnerville, refuse de vérifier la conformité à la Constitution de la procédure suivie parce qu'il s'estime, le Conseil constitutionnel, incompétent pour connaître des lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum qui constitue l'expression directe de la souveraineté nationale. Je vous demande de méditer cette formulation parce qu'elle ne vaut en rien justification constitutionnelle de la procédure suivie par le général de Gaulle. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce principe est acté, le général de Gaulle semble avoir gagné la partie. Puisque nul doute qu'il se représentera, et nul doute qu'il sera réélu, c'est ce climat-là qui va déterminer la campagne électorale, et à commencer par le choix des candidats, de se porter candidat président, de choisir d'aller à ce combat électoral qui semble perdu d'avance. Merci de votre attention. J'ai une réunion dans 10 minutes, il faut que je la prépare un peu. Donc, je continuerai un petit peu plus tard. Bonne journée.